Bonjour, bonjour. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Acropolis, comment vous allez? Ça me fait plaisir de vous retrouver, bonjour, bienvenue à vous. On est le 14 février 2018, il est 13 h, c'est la Saint-Valentin. Bonne fête Valentin. Salut Sylvain en régie. Salut Jean en animation. Comment ça va? J'ai la super pêche. La super pêche. Bien jour, voilà, bien jour à toutes et à tous. Voilà. Bonjour. Voilà. Bonjour à tous, salut Charles Maurice, salut le gros gag, salut Fimad, salut Yushan, salut Swan Nightmare, salut Sorbiux, salut Petite Crevette, salut Julie, salut Menetil, salut Célan, salut Moubot, salut Yuki, comment ça va Yuki? Susceptible Yuki aujourd'hui. Salut à toutes et à tous. On est mercredi, le mercredi c'est Ravioli, le mercredi c'est Conseil des ministres, et le mercredi sur Acropolis c'est compte rendu du Conseil des ministres, conférence de presse de sortie du Conseil des ministres, commenté en direct avec le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux, qui va venir répondre aux questions des journalistes pour leur expliquer comment ça s'est passé ce matin le Conseil des ministres. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Respire. Ouais, non mais tu sais c'est Acropolis, moi il faut que je parle à 2000 km/h sinon on se fait chier, sinon les gens partent, sinon les gens s'abonnent pas, sinon les gens font pas des dons. À propos de dons, il faut que je dise un grand merci à Mister Aruni qui nous a fait un don de 5 € hier. Il a fait un don on a rendu l'antenne. Au moment où on a rendu l'antenne, genre salut à tous, bonne fin de journée, générique. Et là bam, le mec il a fait un don. Donc désolé j'ai pas pu te remercier hier à l'antenne, mais un grand merci pour ton don de 5 € et ton soutien à Acropolis. Tu nous as mis un gentil message, gogo Acropeople. Merci beaucoup à toi. Au moins il s'affiche en haut de l'écran, c'est déjà ça. Tac, Mister Aruni, don de 5 €. Si vous voulez remplacer Mister Aruni en mettant votre pseudo à la place du sien, il faut que vous fassiez un don. C'est comme ça que ça marche. Il y a celui de Charles Maurice aussi. Ouais, mais ça c'est un autre jeu, c'est la cour des grands. Tu dis voilà. Il est vieux, c'est ça? Bravo. Belle mentalité. T'arrêtes de m'empêcher de streamer normalement, s'il te plaît. Ok. Merci. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Il y a deux formes d'humour, tu le sais pourtant. Ah ça c'est Yuki ça. Ça va et toi? Oui ça va très bien. La régie toujours aussi pro, toujours. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais j'ai vu dans le chat que vous étiez nombreux à être malades. Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce que c'est que ces petites natures de merde? Dixit le mec qui est quand même dépressif chronique, qui s'est coltiné un mal de dents qui a duré tout le mois de janvier et qui vient de sortir d'un rhume et d'un nez qui coule. Donc voilà, donc si vous êtes malade, si vous êtes actuellement en train de mourir au fond de votre lit, à grand renfort d'Actifed, autres paracétamol et colutoire et autres trucs à se foutre dans le nez, courage à vous, courage et bienvenue sur Acropolis, la chaîne des chômeurs et des malades, parce qu'il n'y a pas de raison. D'autant qu'Agnès Buzyn quand même hier elle vous a expliqué à quel point elle allait sauver le système de santé. Vous êtes quand même pas sympa avec le gouvernement je vous trouve hein. Franchement. Non mais merde quoi, on vous dit qu'on met 100 millions d'euros sur la table, qu'on va changer l'hôpital, etc. Et vous tombez malade, non mais à un moment ça va quoi. Alors moi je pense que c'est l'inverse, ils veulent offrir au gouvernement l'occasion de mettre en œuvre et de montrer à quel point leurs solutions sont efficaces. L'expérimentation. Exactement. C'est ça qu'il faut qu'on propose à Agnès Buzyn. C'est une question de point de vue en fait. T'interprètes mal la situation toujours, mais n'oublie pas que la communauté d'Acropolis est bienveillante. Avant tout. Absolument, toujours. Comment Jean nous prend pour des fragiles. Non mais c'est ça. J'aime pas être sympa avec le gouvernement. On en profite, du coup, au nom de la communauté d'Acropolis, je remercie tous les fonctionnaires de la fonction publique hospitalière, tous les fonctionnaires du ministère de la Santé qui prennent soin de nous, ainsi que tous les agents des caisses d'assurance maladie. Hein. Voilà, merci à vous. Merci surtout à l'équipe d'agents de la caisse d'assurance maladie qui s'occupe spécialement de mon dossier. Célan vient de s'abonner, merci pour ton abonnement Célan, merci pour ton soutien. Bienvenue à moi. Ah on est bienveillant sur Acropolis, bon je me barre alors. Bah oui on est bienveillant. Enfin voyons. C'est la bienveillance, tout ça. Voilà, je suis collégien, vive les vacances, chômeur au final. Ah bienvenue les collégiens, c'est les vacances actuellement? Ah mais c'est les vacances de février. Ça dépend des zones. Putain, la première zone est en vacances. La zone A? Aucune idée. Bon bah bon, bonnes vacances aux zonards, voilà, et puis les autres, bon courage pour les cours. La chaîne du malaise aussi et de la bienveillance.
Exactement. Donc voilà, donc le stream de la maladie, le stream du Conseil des ministres. On attend donc la sortie du Conseil des ministres et l'arrivée du porte-parole du gouvernement qui va venir nous raconter ce qui s'est dit aujourd'hui au Conseil des ministres, sachant qu'aujourd'hui au Conseil des ministres, il y a un sujet important, un sujet central, un sujet qui a occupé les esprits, c'est la réforme du baccalauréat. La réforme du baccalauréat présentée par Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, qui clôt ainsi toute une phase de négociation slash concertation qu'il a eu avec les organisations syndicales d'enseignants du second degré. Second degré, je rappelle que dans l'éducation nationale, on distingue l'enseignement de premier degré et l'enseignement de second degré. L'enseignement de premier degré, c'est l'école primaire qui est composée de l'école maternelle et de l'école élémentaire. Voilà, l'enseignement de second degré est composé du collège et du lycée. Voilà, et l'enseignement supérieur, eh ben, c'est la fac, les grandes écoles, les prépas, tout le dawa après le bac. Justement, le sujet, donc, c'est le bac. C'est un sujet épineux, c'est un serpent de mer de l'éducation nationale. On en parle depuis plusieurs quinquennats, plusieurs législatures. Il y a tout un travail préparatoire qui avait été fait par la législature précédente, à l'époque de Vincent Peillon, Najat Vallaud-Belkacem et autres, Benoît Hamon, sur la réforme du premier degré. Vous savez, les rythmes scolaires, la semaine de 4 jours et demi, les dispositifs, plus de profs que de classe, etc. Bref. Là, le quinquennat d'Emmanuel Macron a été marqué par, dès l'entrée, par une réforme, une volonté en tout cas de réforme de l'enseignement secondaire. Et qui dit réforme de l'enseignement secondaire, dit réforme du baccalauréat, puisque ça ne sert à rien de changer le lycée si on ne change pas le baccalauréat, ça ne sert à rien de changer le baccalauréat si on ne change pas les 3 années du lycée qui amènent jusqu'au baccalauréat. Et la réforme du baccalauréat elle-même s'inscrit dans une logique plus large du gouvernement sur une réforme vous le savez, de l'orientation des jeunes vers l'enseignement supérieur. Hashtag Parcoursup, hashtag sélection à l'entrée à l'université, vous voyez un peu de quoi je parle. Donc tout ça est assez cohérent en termes de calendrier et de structure, disons, idéologique. Ça n'empêche pas évidemment qu'il y a un débat et ô combien intéressant, un débat démocratique sur les questions scolaires est toujours un débat intéressant. Vous le savez, sur Acropolis, on essaye de vous aider à suivre ce débat. On a fait des émissions en partenariat avec la Ligue de l'enseignement notamment pour essayer de vous aider à y voir plus clair sur l'école, et donc on est très content que ces sujets continuent à arriver sur le devant de la scène, d'autant qu'on n'a pas toujours l'habitude en politique de parler d'école. Voilà, donc on va en parler aujourd'hui du baccalauréat, puisqu'on va, je pense, beaucoup entendre Jean-Michel Blanquer présenter ses arbitrages en direction de la réforme du baccalauréat. Jean, j'ai raté des trucs importants. Salut Raven, non, tu n'as rien rapporté. Tu n'as rien rapporté, tu n'as rien raté. T'inquiète pas, on vient à peine de commencer le stream et on attend la conférence de presse de sortie du Conseil des ministres. Tiens, moi j'aurais une question pour Agnès Buzyn. Et aussi pour les fonctionnaires de la santé. Pour putain de quoi on doit se trimballer avec nos papiers d'attestation de carte vitale et de mutuelle quand on va à la pharmacie, alors que toutes les infos sont censées être inscrites sur la carte vitale? Vous avez toujours pas internet en 2018, c'est pour ça que vous êtes sur le stream d'Acropolis. Vous n'êtes pas sur le stream d'Acropolis. Ah, la bonne question. Et là, je ne peux pas te répondre sans forcément faire appel à ma petite expérience du ministère de la Santé dans lequel j'ai eu le plaisir de travailler pendant un an. Et ouh là là, l'informatisation du ministère de la Santé et globalement du fonctionnement de notre système de santé est un énorme sujet. Et la carte vitale est un sujet très intéressant qui porte un nom très technocratique qui s'appelle la dématérialisation des relations entre les assurés et les organismes d'assurance sociale et de couverture maladie sécu et mutuelle. C'est déjà un sujet en soi, c'est-à-dire que faire accepter la carte vitale aux pharmaciens et aux médecins, ça a pris allez, 10-15 ans. Il y a eu des grèves, il y a eu des manifs, ça a été l'enfer. Finalement, la carte vitale a fini par s'imposer. Mais pas partout. Figurez-vous qu'il y a encore aujourd'hui des médecins généralistes qui refusent la carte vitale. Ça se fait de plus en plus rare, mais voilà, c'est une question de génération. Moi, je me souviens d'un jour, un médecin comme ça qui m'avait donné une feuille de soins. Tu sais, une feuille de soins en me disant, tenez. Et moi, je le regarde, je dis, mais c'est quoi? La feuille marron et tout. Il me dit, bah, c'est une feuille de soins. Tu vois, mais c'est quoi? Il me dit, bah, c'est pour vous faire rembourser par la Sécu. Je suis ah non mais attendez, moi je suis né en 88, hein. Là vos trucs, là, le papier, vous voulez que j'envoie un courrier? Ah non mais moi ça je sais pas faire, hein. Vous allez tout de suite me sortir la machine à carte vitale et puis on va faire ça vite fait. Et c'était trop drôle parce que c'était vraiment genre rencontre du troisième type, le médecin il devait avoir je sais pas 50-60 ans, moi j'étais le petit con de 18 ans et je lui disais non mais c'est mort mec, tu remballes ta feuille de papier, hein. Moi on est en 2000, à l'époque je sais pas, on devait être en 2015, un truc comme ça. Mais pas du tout, j'ai eu 18 ans en 2007, 2008. Enfin bref, donc voilà, donc c'est un sujet, tout ça pour te répondre, c'est un sujet. La dématérialisation, la carte vitale, tout ça. Un jour, on aura une application mobile.
avec notre numéro de sécu, sur laquelle on pourra suivre en temps réel notre parcours de soins, avec des informations protégées, et notamment en protection des données personnelles sur la santé parce que c'est sensible. On aura un parcours de soins qui sera organisé depuis l'application, on pourra prendre rendez-vous chez le médecin avec notre application, et on pourra voir en temps réel quand est-ce qu'on est remboursé et à quel taux par notre assurance, par notre caisse d'assurance maladie et par notre mutuelle. Alors, petit témoignage. Un jour ça arrivera. Sur mon téléphone, j'ai l'application DMP, dossier médical partagé. Ah, J'ai reçu un mail de la Sécu me disant que je pouvais télécharger l'application. effectivement c'est une expérimentation si je dis pas de conneries. Par contre, j'ai toujours pas reçu le mail me donnant les identifiants. Ça fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois que c'est déjà fait. Donc, Voilà. j'ai l'application qui ne me sert à rien. Mais je l'ai. Donc ça avance. Non mais ça avance. Et en plus, je suis désolé parce que j'ai l'air de vous présenter un secteur d'activité d'intérêt général, la santé, particulièrement arriéré, en retard, etc. Où c'est encore des vieux cons avec du papier, etc. Mais c'est très méchant de ma part et pas conforme à la réalité puisque je suis aussi, pour avoir bossé au ministère de la Santé, je suis bien placé pour savoir que les choses avancent, que les choses changent à grande vitesse. Et que ça va dans le bon sens, en tout cas dans le sens de plus de praticité pour les patients et de plus d'organisation des systèmes de santé autour du parcours de santé du patient. Donc ça va dans le bon sens. Il y a des équipes qui travaillent d'arrache-pied voilà, à dématérialiser, numériser, organiser intelligemment, en faisant attention à la CNIL. Effectivement, tu as raison, FIMAT, les données personnelles en matière de santé sont des données sensibles. Il ne faut pas que ça se transporte n'importe où, il ne faut pas qu'on puisse accéder à des informations sensibles sur la santé des gens, c'est bien normal. Moi je ne voudrais pas que mon dossier médical soit connu de je ne sais qui, de mes employeurs, de mes assureurs, de mes propriétaires, enfin voilà, c'est normal. Il y a juste la communauté d'Acropolis qui est au courant, mais c'est tout. La communauté Acropolis c'est particulier, voilà, c'est entre nous, hein, tout ce qui se dit sur ce stream, ça ne sort pas d'internet de toute façon. Évidemment. Hein, voilà. Donc voilà. 7 ans plus tard, il y a une appli qui existe, je suis même pas sûr qu'on en soit là à Acropolis. Non mais voilà, c'est bon. Ça avance, mais c'est comme les impôts, pareil, les impôts pendant très longtemps, ça a été un truc où les mecs fonctionnaient qu'avec du papier, c'était l'enfer, c'était un truc de vieux et tout. Moi j'ai découvert, quand j'ai commencé à payer mes impôts locaux, l'application mobile impôts.gouv.fr, et je la trouve trop bien cette application. Enfin, je la trouve trop bien, c'est-à-dire que en simple contribuable, qui a une situation fiscale pas compliquée, c'est-à-dire que j'ai pas d'argent, ça règle le problème. Donc c'est pas compliqué, j'ai juste des impôts de temps en temps à payer. Les mecs m'envoient un relevé d'impôt avec un QR code, je le prends en photo avec mon application, ils me proposent de payer par carte bancaire ou limite ils me proposent par PayPal. Je clique sur payer et boum, c'est aussi simple qu'un don sur Acropolis. Et voilà, ça y est, j'ai payé mes impôts. Et voilà, en fait, moi en simple consommateur, en simple contribuable, bah, je trouve ça cool en fait. Je trouve que ça marche bien, ça fait pas perdre de temps à l'administration fiscale. Voilà, je paye mes impôts et puis c'est cool quoi. Donc voilà, donc tout ça pour dire que c'est des vrais sujets tout ça et ça avance. Après, je me permets d'intervenir deux choses. La première, c'est que on va dire au revoir à YouTube. Au revoir YouTube. Viens sur Twitch YouTube, viens. Le lien est dans la description. Voilà, twitch.tv/acropolis, viens. Hop. Et la deuxième chose, c'est que le DMP, donc je suis sur le site en même temps, le service n'est actuellement disponible que pour les ouvrants droit majeurs du régime général affiliés à l'une des caisses d'assurance maladie suivantes: Bas-Rhin, Bayonne, Côte d'Armor, Doubs, Haute-Garonne, Indre-et-Loire, Puy-de-Dôme, Somme et Val-de-Marne. Bah, t'es pas en Bourgogne toi? Alors en fait, j'ai quitté la Bourgogne pour rejoindre Acropolis il y a un peu plus d'un an. Mais t'as pas dit Paris? Non, j'ai pas dit Paris, mais j'habite pas à Paris. T'es où? T'es en Seine-et-Marne? Val-de-Marne. Ah mais putain c'est vrai, t'es Val-de-Marne toi. Ouais. Putain bâtard, toi t'as le droit à l'application CMP, moi j'ai pas le droit. Oui. Agnès Buzyn, est-ce que tu peux me donner d'accès s'il te plaît? Moi j'aime pas quand Sylvain il a accès à des gadgets et moi j'ai pas accès. Voilà, d'ailleurs vous avez remarqué, j'ai remplacé Ice-T par Fusti. Je sais pas, je trouvais ça chez Carrefour. Carrefour qui supprime des emplois d'ailleurs, faudrait que j'arrête d'aller chez eux. Comme ça ils pourront supprimer encore plus d'emplois, bonne idée. Bref, what the fuck. Mais donc vous voyez tout ça, tous ces sujets là sont vachement intéressants. Et c'est pour ça qu'on a créé Acropolis, c'est pour en parler. C'est pour qu'on en parle. Plus Saint-Jean, on est très bon en France pour l'informatisation des relations entre les citoyens et l'État. À part l'Estonie qui est devant nous, on est 2e ou 3e mondiaux. Ouais, alors je sais pas si... Ouais. Raven qui nous fait un don de 5 euros. Ah bah voilà, je paye mes impôts aussi, c'est difficile en effet, tu vois François. C'est très très bon. Non, c'est pas François, c'est... comment il s'appelle Bah si, Cahuzac. C'est Jérôme Cahuzac. Non, et Thomas Thévenoud. Voilà, Thomas Thévenoud, phobie administrative. Tu vois Thomas, entre nous, Thomas. Tu télécharges l'application, tu prends en photo ton QR code et tu payes tes impôts. Voilà, ferme ta gueule, il y a un moment. Même acheter un jeu sur Steam, c'est plus compliqué. Mec.
Même revendre des items sur Steam, c'est plus compliqué. Mais oui, voilà, c'est ça. Non, mais voilà, donc Charles, tu as raison. Charles Maurice, tu as raison. Oui, la France est un pays qui avance, qui va dans le bon sens. Et nous, Français, avons un esprit très grégaire et on est toujours les premiers à critiquer. Mais il faut quand même reconnaître que parfois, il y a quand même, enfin même souvent, en fait, les fonctionnaires font du bon boulot et modernisent l'État, quoi, l'administration, etc. Et ça va dans le bon sens. Donc, sachons nous en réjouir quand ça arrive. Du coup, Jean, t'as une phobie administrative, toi? Franchement, je vais pas te mentir, ouais. Ouais. Moi, enfin, j'ai pas de phobie administrative, j'ai une phobie papier. Voilà, moi, quand je reçois des papiers par le courrier, ça me... Voilà, je comprends rien au langage qui est utilisé. Alors, c'est pas tout à fait vrai, parce que comme j'ai bossé dans les services publics, etc., je commence un peu à comprendre, machin. Mais tu vois, juste la phrase que t'as lue, là, Sylvain, tu peux nous la relire? Sur le CMP? Le DMP, Sur le DMP? le truc est réservé à certains départements, à certaines zones, mais je l'ai plus sous les Ah yeux non, là. mais la phrase, elle était horrible. Genre, il y a tous les mots qu'il faut jamais prononcer, genre tous les affiliés à des caisses. Ce service n'est actuellement disponible que pour les ouvrants droit majeurs du régime général affiliés à l'une des caisses d'assurance maladie suivantes. Voilà, donc tu vois, arrête ta phrase là, tu vois, voilà. Ça, par exemple, ça, jamais. Voilà, vous arrêtez. Là, si vous me regardez, hein, le ministère des Affaires sociales, de la Santé, etc. Gros bisous à vous, je vous aime beaucoup. Voilà, vous arrêtez d'utiliser des langages comme ça. Voilà, on comprend rien, personne piche que dalle, et c'est juste horrible. Moi, un jour comme ça, j'ai eu un échange de mails avec l'administration fiscale. Parce que je comprenais pas justement, j'étais plus étudiant, je devenais adulte, etc. Donc je changeais de régime, mon cul, et j'ai rien compris. J'ai reçu un courrier où j'ai rien compris. J'ai envoyé un mail sur le service, genre contactez votre machin fiscal d'à côté de chez vous. Je leur ai envoyé un mail en leur disant bonjour, voilà, je vous scanne le courrier que j'ai reçu. Alors je vais être très honnête avec vous, je comprends rien à ce qui est écrit dedans. Est-ce que vous pouvez me l'expliquer dans les mots les plus simples possibles, en vous remerciant par avance d'utiliser le moins de mots possible, etc. Et le mail qui m'ont répondu était hyper sympa. Je pense que je suis tombé sur un mec qui devait avoir à peu près mon âge et qui de l'autre côté m'a envoyé un mail en disant bonjour monsieur Massier. Rassurez-vous, ce courrier dit juste que vous n'avez rien à payer cette année sur ce sujet-là. Voilà, et c'est juste un courrier qui vous informe que nous en interne on a fait un changement, mais rassurez-vous, vous ne nous devez pas d'argent et tout va bien. Et je lui ai répondu merci du fond du cœur pour cette réponse simple, Basique. basique. Je voulais pas en savoir plus. Donc voilà. Pareil avec l'assurance maladie, moi parfois j'ai juste envie de dire pognon. Pognon, voilà. Oui, non. Rends l'argent. Voilà. Est-ce que je vous dois quelque chose? Est-ce que vous me devez quelque chose? Et est-ce qu'on peut faire ça de manière le plus simple possible sans s'envoyer des courriers, s'il vous plaît? Voilà, j'ai une carte bleue, j'ai un compte PayPal, j'ai un compte Steam. Euh, Juste, venez, on fait simple, s'il vous plaît, par pitié. Et voilà. Mais voilà. J'avoue, quand je reçois des papiers, je suis en PLS. Non, mais enfin, ouais, tu en es d'accord. Comment torturer Jean Massier et l'enfermer dans un kiosque à journaux papier? Non, faut m'envoyer des courriers pour me torturer. Jean qui comprend des trucs super compliqués en politique, mais pas ça. Ah ouais, non, mais en politique, je peux comprendre des trucs un peu pointus. En administratif, Et c'est pour ça que j'ai une admiration folle pour les conseillers fiscaux et enfin les conseillers fiscaux, les gens qui bossent dans les DGFIP, là, dans les. Direction générale des finances publiques. Ouais, mais au niveau local, c'est les Direction départementales. régionale. C'est les régionales ou départementales, je sais plus, mais en gros, ouais, c'est ça. Donc voilà, c'est des gens qui, Départementale, la c'est des gens qui, DGFIP. ouais, voilà, c'est ça. C'est des gens qui sont au guichet, qui passent leur journée à répondre à des questions voilà, de citoyens qui viennent les voir en disant je comprends rien, je comprends rien. Et qui font la queue pendant 3 heures. Qui font la queue pendant 3 ans juste pour s'entendre dire qu'ils n'ont pas fait la queue au bon endroit, etc. Donc j'ai beaucoup de respect pour les fonctionnaires qui font ce métier-là, qui est pas un métier facile, qui est un vrai métier de pédagogie. Complètement. Et j'ai beaucoup de respect aussi pour les assistants et les assistantes sociales, très souvent des femmes. C'est pour ça qu'on dit souvent assistantes sociales, qui elles aussi ont pour métier d'aider les gens à faire leurs démarches administrativo, fiscalo, tout ce que vous voulez, quoi. Et c'est fou qu'on ait même eu besoin d'inventer un métier pour aider les gens à. Mais voilà, c'est un vrai sujet. Et ça, je me souviens, c'était des sujets dont je m'occupais en partie hein, au ministère des Affaires sociales. Comment faire bénéficier des bonnes allocations aux bonnes personnes en dématérialisant, en rendant plus efficace et tout, et en sachant très bien que les populations les plus défavorisées sont pas les populations qui ont le plus de facilité à évidemment envoyer des courriers, avoir des relations simples avec l'administration, etc. C'est bien compréhensible tout ça, donc voilà. Est-ce que t'as été traumatisé par la scène des hiboux dans le premier Harry Potter du coup? Ouais, voilà. Pour payer ton dentiste, tu lui as filé 3 cartes et 2 wallpapers sur Steam. Putain, mais non, mais mon dentiste, j'en suis pas sorti de mon dentiste. Hein, il faut que je me fasse faire une couronne. Il a fallu que j'envoie un devis à ma mutuelle
sachant que ma mutuelle, elle vit au 99e siècle. Non, pardon, elle vit au 19e siècle. En 1999, voilà, c'est ça que je voulais utiliser comme expression. Et du coup, je peux pas lui faxer le devis. Il a fallu que je remplisse le devis dans un formulaire en ligne. Tu ne peux pas lui faxer. Pas lui faxer, lui scanner, pardon. Oui, Je pouvais pas lui scanner le devis, il a fallu que donc je comprenais, c'était l'horreur, je comprenais rien, il a fallu que je rentre moi-même le nom médical des interventions dentaires qu'il fallait me faire. J'étais là en train de me dire, mais les gars, mais juste, enfin, bref. Et tout ça pour que, alors pareil, je les ai eu au téléphone, ma mutuelle, je les ai appelés en disant bonjour, je sors de chez le dentiste, il va falloir que je me fasse faire une couronne, euh, je sais plus quoi, ou une intervention dentaire, truc et tout. Et le mec m'a dit ouais envoyez-nous le devis, on vous enverra un courrier de réponse. Et je lui dis attendez parce que là vous venez de prononcer le mot qu'il fallait pas prononcer, vous avez dit courrier. Est-ce que vous pouvez pas me dire au téléphone à peu près à combien j'ai le droit de remboursement, même une fourchette? Et il m'a dit non je peux pas vous le dire au téléphone. Ok, est-ce que vous pouvez m'envoyer un mail? Non on peut pas, on doit absolument vous envoyer un courrier. Parce que leur système d'information est pas au point. Mais c'était ouf. Moi j'étais là, je dis mais mec, j'étais au téléphone, t'as mon mail, juste tu peux pas me donner une réponse, je sais que t'as la réponse à ma question. Et le mec, tout ce qu'il pouvait me répondre, c'est je suis désolé, on vous envoie un courrier. Et donc là, je suis en train d'attendre un courrier pour savoir combien ma mutuelle prend en charge sur la couronne dentaire à la con qu'il faut que je me fasse. Bref, vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? Une fois, j'ai aidé une pote à faire sa carte vitale et à faire des demandes à la CAF à distance parce qu'elle était en Russie depuis 3 ans et n'existait plus dans leur dossier. J'en serais décédé de même penser à faire ça. Ah non, mais moi j'en ai vu hein, des dossiers incompréhensibles, des trucs où tu te retrouves dans les trous noirs de l'administration et tout. Mais non, mais quand tu vois, lorsque la signature de mon CDU, j'ai eu un rendez-vous de plusieurs heures avec une assistante sociale pour m'expliquer comment marche ma mutuelle, ma prévoyance santé et même un peu mon bulletin de paye, j'avais une tête énorme après le rendez-vous. Ah non, mais je suis d'accord Audrey. Et alors imagine quand moi j'ai été président d'une association employeuse, j'avais 18 ans et j'étais employeur du coup. Donc je devais moi-même faire des fiches de paye. Moi, le phobique administratif. Donc laisse tomber l'arrachage de cheveux pour faire des calculs à la calculatrice pour savoir combien de CSG il fallait que je paye sur un salaire. Et j'étais sur un fichier Excel et c'était l'horreur. C'était horrible. Parce qu'on était une assoce, enfin bref. On avait déjà un logiciel de gestion mais qui marchait à moitié. Enfin bref, c'était l'horreur. L'horreur. Donc, tout ça pour dire, je sais pas du tout pourquoi on est en train de parler de ça, de la modernisation, etc., d'Agnès Buzyn, machin. C'est des sujets vachement intéressants, on continuera à en parler. Mais le sujet du jour, c'est bel et bien le Conseil des ministres, dont on attend toujours la conférence de presse, avec cette fameuse réforme du baccalauréat. Sachant qu'il y a un truc intéressant, c'est que comme vous le savez, vous commencez à avoir l'habitude sur Acropolis, le Conseil des ministres est une instance officielle de la République qui adopte des textes, notamment des projets de loi ou des projets d'ordonnance, avant d'arriver au Parlement et d'être parlementés, les projets de loi sont d'abord officiellement adoptés en Conseil des ministres. Ça a été le cas pour le projet de loi, par exemple, on l'avait vu la dernière fois, agriculture, alimentation avec Stéphane Travert. Voyez. Et ben, l'éducation nationale est un domaine d'action publique spécifique puisque la loi joue un rôle assez mineur en fait dans l'organisation de l'éducation nationale. En fait, jusqu'à Vincent Peillon qui a inventé le principe de loi de programmation pluriannuelle pour l'éducation, il n'y avait pas vraiment de loi votée au Parlement, il n'y avait pas vraiment de débat parlementaire autour des grandes orientations de l'éducation nationale. Et l'éducation nationale est un domaine, est donc un domaine de pouvoir public qui travaille essentiellement du côté réglementaire. Et donc du coup, il n'y a pas besoin en Conseil des ministres d'adopter des projets de loi, etc. C'est éventuellement au mieux au maximum des décrets en Conseil des ministres, mais encore même ça c'est rare, la plupart du temps ce sont des règlements, des directives, des circulaires du ministre de l'Intérieur, du ministre de l'Éducation nationale, pardon. Et donc c'est pour ça que je vous dis ça, je vous explique juste ça parce que ça pourrait être un détail et tout, c'est juste pour vous expliquer pourquoi aujourd'hui au Conseil des ministres, le sujet réforme du baccalauréat n'est pas dans la première partie du Conseil des ministres, dans la partie où le Conseil des ministres adopte des textes, mais dans la dernière partie, dans la partie qu'on appelle la partie communication. Voilà, donc aujourd'hui au Conseil des ministres, il y a une communication de Jean-Michel Blanquer à ses collègues ministres sur la réforme du baccalauréat, donc il va leur dire un petit peu ces derniers arbitrages, sachant qu'encore une fois, comme je l'ai déjà dit hier pendant les QHG, on connaît les principales mesures qui ont déjà été annoncées dans la presse par le passé par Jean-Michel Blanquer, donc il n'y a pas de grande découverte. Le baccalauréat va être effectivement réformé autour de 4 matières en contrôle terminal, c'est-à-dire avec une épreuve écrite à l'ancienne. Je sais plus ce que c'est d'ailleurs ces matières, histoire, géo, philosophie, français et je sais plus quoi. Ensuite, il va y avoir un système de partiels.
ce qui avant s'appelait le bac blanc, maintenant va devenir un principe de note continue, donc qui comptera pour la note finale, machin. Et il y a aussi une nouveauté, c'est un espèce de grand oral final, qui, je crois, va s'appeler l'oral de maturité. J'ai cru comprendre que c'était le mot qui ressortait le plus. Il y a même une rumeur comme quoi la classe de terminale va être rebaptisée la classe de maturité. Je crois, mais je veux pas dire de conneries, que ce n'est qu'une rumeur à l'heure actuelle. J'ai pas entendu parler de changement de nom voilà. Il y a aussi une autre chose qui est importante, c'est la disparition. Enfin, la disparition. C'est pas le bon mot. La réforme en profondeur du système des filières. Vous connaissez les filières par exemple en bac général, S, E, S, L, en bac pro et technologique, etc. Vous connaissez le principe des filières. Le système des filières devrait un peu disparaître puisqu'on se dirige vers un système de majeur et de mineur. C'est-à-dire que c'est un peu plus à la carte, les élèves vont pouvoir choisir des blocs, il y aura des majeurs obligatoires machin, et ensuite il y aura des matières mineures qu'ils pourront prendre. En gros, il faut pas trop paniquer devant le changement de vocabulaire, majeur, mineur, tout ça, etc. On est en train de repacker des trucs qui existaient déjà dans le lycée que vous et moi connaissons, qu'on appelait les spécialités. Moi j'ai fait une filière ES, Spé, Éco. Et bah demain ça s'appellera une majeure économique et sociale avec spé, avec mineur éco. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une grosse partie repackaging, je trouve, mais voilà. Donc voilà, il y a des débats parmi les enseignants sur ce sujet-là. Vous savez qu'il y a eu une concertation syndicale entre le ministre de l'Éducation nationale et les organisations syndicales d'enseignants du second degré sur cette réforme du baccalauréat. Il y a un débat parmi les enseignants. Il y en a qui sont favorables à certains aspects de la réforme, comme par exemple le fait qu'il y ait un peu plus d'oral au bac, parce que c'est vrai que la France, elle est connue pour être un petit peu plus en retard que ses voisins européens sur la question de l'oral. Il y a des profs aussi qui grincent des dents en disant qu'on est en train de tout chambouler, un truc qui fonctionnait pas trop mal et que ça va foutre le bordel, etc. Il y a aussi des profs ou des pas profs d'ailleurs, juste le débat éducatif n'appartient pas qu'aux enseignants, il appartient à tout le monde. Et il y a aussi des gens qui mettent en garde contre les inégalités qui pourraient poindre le bout de leur nez, les inégalités sociales face notamment à des épreuves orales que l'on sait généralement malheureusement favorables aux classes plutôt aisées, en tout cas à fort capital culturel, comme on dit en langage bourdieusien. Voilà, donc il y a des alertes, il y a des appels à la mobilisation de la part de certains syndicats dans le secondaire, donc va peut-être y avoir des grèves enseignantes, va peut-être y avoir un mouvement, va peut-être y avoir des blocages, on va voir, mais pour l'instant on est à la phase des annonces de ce que veut faire le ministère. Ensuite, on verra. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Enfin, qu'est-ce que vous en pensez? En même temps, on attend justement la conférence de presse de Benjamin Griveaux et peut-être de Jean-Michel Blanquer pour en savoir un peu plus officiellement sur cette feuille de route et cette réforme. Mais déjà, des premiers trucs qui ont fuité dans la presse, qu'est-ce que vous en pensez de cette réforme du baccalauréat et donc du lycée? Est-ce que ça va dans le bon sens? Est-ce qu'il y a des éléments que vous trouvez intéressants? Est-ce qu'il y a des éléments sur lesquels vous n'avez pas d'avis? Comment comment vous voyez les choses? Je pense que je suis contente d'avoir passé mon bac il y a 3 ans. Tu penses? Moi, je sais pas. À titre très personnel, indépendamment de mon opinion citoyenne, etc., dont on se fout pas mal, je me souviens que les épreuves écrites, c'était pas mon fort. J'étais meilleur à l'oral. Ça me surprend pas, c'est bizarre. Ouais, c'est peut-être pour ça que je suis devenu streamer d'ailleurs, je suis meilleur à l'oral qu'à l'écrit. Et Mais pas journaliste. je suis pas journaliste non plus. J'aurais dû faire journaliste télé. Ouais, non, j'étais meilleur à l'oral. D'ailleurs, j'ai même réussi à avoir une bonne note à l'oral d'espagnol alors que je parle pas un mot d'espagnol, tu vois, comme quoi. Ça va devenir complètement illisible. Alors illisible, je sais pas, Tché, ça voudrait dire que le bac aujourd'hui est lisible. Disons qu'on est habitué à un système et qu'effectivement là on part vers un autre système avec des mots différents, etc. Donc oui, c'est sûr, ça va être compliqué. Enfin, oui, il va falloir réapprendre à parler du bac différemment. Ma question est à quoi ça va servir? Est-ce que le fait de dire majeur mineur va arrêter la discrimination des filières? Est-ce que c'est ça le but? C'est une bonne question, MMA. D'ailleurs, c'est la bonne manière de poser la question. C'est tout ça pourquoi en fait? Tout ça pourquoi? On entendra tout à l'heure Jean-Michel Blanquer peut-être nous réexpliquer la philosophie de sa réforme, mais Jean-Michel Blanquer, jusqu'à présent, je l'ai toujours entendu dire que sa volonté c'était de mieux orienter, mieux aider les élèves à réussir à un baccalauréat qui corresponde à comment dire, à leur niveau, à leur orientation, etc. Un autre truc que j'ai pas dit mais qui est très important, c'est que cette réforme du baccalauréat s'accompagne aussi d'un autre chantier du gouvernement sur l'apprentissage. L'apprentissage et la formation professionnelle. Gros chantier ça aussi, parce que ça a une implication sur le baccalauréat professionnel, sur la revalorisation des filières pro et professionnalisantes, etc. Donc voilà, à garder en tête.
Je trouve dommage qu'on calque notre système de grades sur les USA avec des principes de majeur et mineur comme si on ne pouvait pas inventer autre chose que ce que font les US. Est-ce que c'est vraiment d'inspiration américaine? Peut-être, hein, c'est une question que je pose. Il n'y a pas des pays européens qui fonctionnent aussi en majeur mineur comme ça? J'en sais rien. Est-ce que la réforme du lycée répond vraiment à la question comment préparer au mieux les futurs citoyens et travailleurs de demain? Bah, c'est ça la vraie question, Audrey. Et c'est ça la question citoyenne. C'est ça la question du débat. À quoi doit servir le lycée? Je pense que ça va être une vaste blague le grand oral comme ça, et surtout ça va être très compliqué à mettre en place dans les lycées où il y a déjà des gros soucis d'encadrement. D'accord. Ouais. Bah, là-dessus, de ce que j'ai entendu, en tout cas, le gouvernement se veut comment dire, pédagogue et rassurant en disant bien sûr, on va pas faire un grand oral en claquant des doigts comme ça. Il va être préparé, organisé, les élèves vont faire des oraux blancs et tout. Peut-être même qu'Acropolis va faire des streams de préparation au grand oral. J'en sais rien. Le problème, c'est que le système actuel est de plus en plus cloisonné les élèves dans... Ah, le problème, c'est que le système actuel de plus en plus cloisonne les élèves dans une voie très tôt sans leur donner la possibilité de bifurquer. Je suis d'accord avec toi, Tché, et ça, c'est vrai que c'est un... Peut-être que ce système de à la carte, entre guillemets, entre gros guillemets, peut être intéressant pour des lycéens qui voudraient plus ou moins se réorienter en cours de lycée. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu rentres en première S, tu peux pas trop bifurquer vers du littéraire et inversement quoi. Donc peut-être que le lycée de demain permettra à des élèves de, grâce aux majeurs mineurs, de réorienter un peu leur parcours. Perso, j'ai pas passé le bac, je suis dysorthographique, dysgraphique et dyslexique. Ah merde, ils ont refusé de me fournir un ordi pour le bac et les cours car mon bilan orthophonique avait plus de 2 ans. Ah merde. Ah bah désolé de l'apprendre. Moi, la disparition des filières me paraît une bonne chose quand on voit aujourd'hui la désertification des classes de L pour des raisons stupides. Après, il ne faut pas que les UE soient mises trop en avant par rapport à d'autres. Que des UE, ouais, des unités d'enseignement. Ouais, UE, c'est aussi le nouveau mot qui désigne des matières, comme on disait à mon époque. À nos époques. Ouais, effectivement. Mais d'ailleurs, ça m'intéresse. Moi, j'ai envie de voir si cette réforme du bac, si elle se met en œuvre, enfin, si cette réforme du lycée, si elle se met en œuvre, va faire disparaître effectivement les clichés autour justement des filières. Vous savez, le fameux cliché qui veut que la filière S soit une filière d'excellence, que la filière L soit une filière de fumeurs de joints qui finissent en fac de sociaux à faire la grève à gauche, Ou d'histoire de l'art. ou d'histoire de l'art. Et surtout les clichés sur les formations professionnelles, sur les bacs pro, qui emmènent vers les IUT, etc. Donc ouais, ça m'intéresse vachement de voir si on va réussir à répondre à cette problématique-là. Ça risque de renforcer encore plus les inégalités entre les bons lycées où l'ambiance générale sera dynamique et les lycées de merde où je pense pas qu'ils vont trop se faire chier à développer l'esprit critique ou la culture G. Intéressant aussi cette question des inégalités territoriales entre les lycées, effectivement. Grosso modo, et ça aussi le gouvernement a été assez clair là-dessus depuis quelques mois maintenant, le gouvernement souhaite donner, en tout cas Jean-Michel Blanquer souhaite donner plus d'autonomie aux établissements scolaires, mais jusqu'où va l'autonomie et jusqu'où est-ce que la différence d'autonomie entre les établissements va pas créer des inégalités entre établissements. Donc voilà, mais il y a un truc avec lequel je suis d'accord avec toi Nestor, et c'est un truc que pour le coup des copains enseignants me disent, etc. C'est que un lycée dans lequel les équipes pédagogiques sont motivées et travaillent en équipe sera toujours un meilleur lycée qu'un lycée dans lequel, même s'il a une très bonne réputation, dans lequel les profs, il y a une sale ambiance de travail, les profs n'ont pas envie de bosser en équipe, veulent pas faire des enseignements pluridisciplinaires, veulent pas faire des projets communs, etc. Donc ça, effectivement. Moi, je me souviens par exemple le TPE, vous voyez le bon exemple du TPE. Moi, je me souviens, j'avais de la chance parce que mes deux profs qui encadraient le TPE pour ma classe s'entendaient très bien tous les deux. Voilà, c'est mon prof d'éco et ma prof d'histoire. Ils s'entendaient, ils étaient amis l'un l'autre, ils s'entendaient vachement bien. Et du coup, ça nous a vachement aidé, je pense, dans la préparation de nos TPE. Enfin, j'en ai gardé un bon souvenir en tout cas de l'encadrement qu'on a eu. Donc, et je pense que le fait qu'ils s'entendaient bien a pas mal joué là-dedans. Donc, donc voilà. Les S conçoivent la boîte et la font faire par des STI, les ES la font vendre par les STG et les L dorment dedans. J'adore ce cliché, il est très vrai. Euh, Le TPE, le truc où une personne travaille et où les deux autres ne foutent rien. Exactement. Et moi j'étais celui qui travaillait. Et j'étais très content. Je voulais pas que mon binôme fasse quoi que ce soit. Paye ton, paye ton travail de groupe.
Ceci dit, préparer les élèves à s'exprimer en public, à structurer leurs idées et à les expliquer, c'est forcément plus bénéfique que simplement faire des exos par écrit, je pense. La société de demain sera encore plus basée sur l'ultra-communication. Je suis d'accord avec toi, Santé Hammer. Effectivement, effectivement. L'oralité est une compétence, est un savoir-faire, est un savoir-être qui, je pense, gagnerait à être plus développé dans l'enseignement. Ouais, Et c'est un sujet qui revient souvent dans l'enseignement des langues étrangères aussi. ouais, c'est vrai. Souvent dit que les langues étrangères ne sont pas assez enseignées à l'oral. Dans un monde qui s'internationalise, se cosmopolitise, s'européanise sous la pression de Bruxelles et du lobby international. Malgré Euh, l'intervention d'Henri de Lesquin. je crois pas que mon message se soit envoyé, mais vous pensez quoi de la revalorisation de l'artisanat et du bac pro avec l'automatisation et la robotisation? Je pense que d'abord ça va mener à de la précarité comme en Allemagne, Grande-Bretagne, mais après ça ne me semble pas du tout durable. Ah. Sujet intéressant. Les artisans vont-ils disparaître et être remplacés par des robots? Je ne sais pas, peut-être. Mais les robots, il faut des gens pour les concevoir, hein. Le TPE, ce truc de merde où tu fais les volcans ou les centrales nucléaires. Oh, t'es méchant. J'avais Euh, un super sujet de TPE. T'avais quoi, toi, comme sujet? La représentation de la ville dans le cinéma. Eh, pas mal. Et du coup, j'avais parlé de Matrix. C'était marrant. Eh, pas mal. C'était pris une bâche parce que j'avais pas assez bossé. Mais C'était quoi tes deux matières qui drivaient ton TPE? c'était. Je sais plus du tout. Voilà. Moi, c'était histoire et SES. Je pense que c'était ça aussi. Et j'avais choisi J'avais fait un exposé sur le mouvement punk comme exemple d'un mouvement culturel qui traduit une société en mutation à l'époque de Thatcher et de Reagan. Voilà. Comment le punk a en fait été un cri d'une génération à une époque face à des mutations socio-économiques importantes. J'avais adoré faire ce sujet-là. Je m'étais passionné en plus culturellement pour le punk, qui est un mouvement culturel, une contre-culture en l'occurrence, extrêmement intéressante, et qui effectivement est un prisme très intéressant par lequel étudier les années 80, les années 70, les années 80, les années Thatcher, les années Reagan. Voilà. C'est quoi un TPE demande Julie Agitation. Ah pardon, juridisation, c'est quoi le TPE? Le TPE, c'est le travail personnel encadré, TPE, qui est une épreuve du lycée qui se fait en groupe, donc soit en binôme, soit en trinôme, voire même ça peut se faire à 4, je crois, ça dépend des lycées, honnêtement j'ai un doute, et qui est un travail que tu fais sur toute une année. C'est un mini-mémoire en fait, c'est un mémoire à l'âge du lycée que tu fais en groupe et que tu présentes à un espèce d'oral de TPE. Ça s'appelle un oral de TPE où tu as des enseignants qui t'écoutent présenter ton truc à plusieurs, à trois personnes, à deux personnes, en disant bah voilà, toute cette année on a travaillé, machin. Donc tu dois non seulement fournir un travail intellectuel et tout, tu dois, donc t'es suivi dans ta méthodologie, donc on t'apprend à travailler par étapes, faire un travail de recherche, etc. Et à la fin, tu dois produire un matériel pour supporter ton oral. Moi, j'avais fait des interviews vidéo de mecs qui avaient connu cette époque-là, en l'occurrence. Il y en a d'autres qui font effectivement des maquettes, il y en a d'autres qui font des sites internet. Je me souviens, j'avais des potes qui avaient développé des petits sites web, machin, voilà. C'est ça un TPE. Effectivement, il y a peut-être des gens qui ne savent pas ce que c'est. Donc, t'as eu raison de me le demander, Julie. Moi, mon TPE était sur la relation entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne. Eh, intéressant. Intéressant. Jean Massier, Fuck Society, nos futurs, exactement. Fusion thermonucléaire, physique et ingé, et histoire. Vachement intéressant. Jean Massier, punk à chien. J'ai eu ma période. Moi, je vais vous envoyer du rêve avec mon TPE, la désalinisation de l'eau de mer pour pallier au manque d'eau dans certaines régions du monde. Eh, sujet vachement intéressant. Merci parce que ça n'existait pas à mon époque. Oui, oui, effectivement, Julie, je t'avoue être en train de chercher dans mon cerveau à quelle époque remonte la création des TPE. Parce que je sais qu'il y avait des lycées qui faisaient ça de manière expérimentale, un peu à la ZEB, ou des profs un peu motivés montaient des systèmes de TPE avant l'heure. Mais il y a eu une année où c'est devenu une réforme. Voilà. Donc je sais pas à quelle année ça remonte. Mon TPE c'était sur les relations livre-lecteur-libraire. Pas mal, vachement intéressant. Ma petite sœur, elle a fait un bac, elle, et elle avait fait, non, elle avait fait un bac scientifique, mais, enfin non, justement, elle était à la limite entre les deux, et elle a fait un truc sur Mars, sur la planète Mars, et sa représentation dans la culture.
Donc surtout le cinéma des années 50 sur les martiens, sur la conquête spatiale et sur comment est-ce que la culture s'est notamment pas la culture, le cinéma, comment le cinéma s'est emparé du sujet de Mars comme d'un sujet culturel. C'est cool son TPE. Je suis désolé pour le bruit d'ambiance, normalement. Mais non, c'est pas grave, c'est y a la pas de conférence de presse. Normalement, j'avais coupé le son et le lecteur du C'est pas grave. Dailymotion a bugué. Mais C'est il n'y a pas pas grave. d'image encore. Moi, c'était comment lier forte sismicité et forte urbanisation. Ouais, sur les séismes. Ça, c'est cool, ça. Mon TPE sur la communication des candidats à la présidentielle de 2012. Eh, pas mal. Pas mal. Mon TPE crée une coque de voiture aérodynamique et des pneus adaptés à une piste avec une programmation d'un moteur fourni pour arriver le plus vite possible à la ligne d'arrivée. Sérieux? T'as fait ça en TPE? C'est trop classe. C'est pas un truc d'école d'ingé, ça, plutôt? Mais c'est cool. Non, mais je me souviens, moi mes potes dans ma classe, il y en avait qui faisaient un TPE sur le loup, la réintégration du loup dans les Pyrénées, je crois, avec tous les problèmes que ça posait, machin. Donc sur la défense des animaux, les éleveurs et tout, vachement intéressant. J'avais des potes qui avaient fait un TPE sur le rap, t'as vu? Ils avaient eu une sale note parce que clairement, ils assumaient complètement le fait qu'ils avaient choisi ce sujet-là juste pour pouvoir gratter des interviews avec leur rappeur préféré. Et c'était trop cool. Mais voilà. Après, je sais plus, j'avais des potes qui avaient fait des sujets trop chiants sur l'entreprise. Mais eux-mêmes, ils étaient saoulés par leur propre sujet, ça leur plaisait pas et tout. Euh, Bac S, sciences de l'ingénieur. Bah putain, Drac, classe. Moi, c'était la représentation de la jeunesse dans la littérature et dans l'art et les stéréotypes. J'avais tout fait. Putain. Et bah franchement. Nous, on avait envoyé un ballon sonde dans l'espace avec le CNRS, c'était trop cool. Putain, tu m'étonnes, ça doit être trop bien ça. Vache. C'est trop cool. Un ballon météo là, un truc que t'envoies dans la stratosphère pour mesurer. Attends, c'est trop cool ça. Le TPE sur la bière dans ma classe a été un franc succès, ouais, tu m'étonnes. Je fais le TPE cette année et certains potes ont décroché une interview avec un mec de la NASA. Oh putain, trop classe. Trop classe. Alors ouais, pareil, nous, y a pas de lycéens qui font de TPE sur Acropolis. Par contre, je vous cache pas qu'on a eu un nombre incalculable d'étudiants en journalisme qui ont fait leur mémoire sur Acropolis. Ou en sciences politiques d'ailleurs. Ou en sciences politiques. On Et, a une image, incroyable. ok, trop bien. Faut le mettre en plein écran peut-être, sinon ça marchera moins Vas-y, bien. vas-y. Merci beaucoup. Donc là, vous entendez le son des journalistes qui patientent en attendant l'arrivée de Benjamin Griveaux. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Visiblement, Ouais, donc il voilà. sera tout seul parce qu'il n'y a que son nom sur la petite pancarte. On a reçu avec Sylvain un nombre incalculable de mails par le passé. Ça s'est un peu calmé depuis. Ouais, De- t'as encore rencontré quelqu'un la semaine dernière à ce sujet. La semaine dernière, encore quelqu'un. Salut, je m'appelle Machin, je suis étudiant en machin et je fais un mémoire sur. Alors là, c'est toujours à peu près le même sujet, hein. La communication politique à l'heure du numérique, les nouveaux médias, du digital, machin. Et je serais très intéressé pour rencontrer Acropolis, pour vous interviewer, machin. Donc je suis très content. J'ai rencontré plein d'étudiants comme ça, c'était très cool. Le TPE, c'est quand même un super truc pour inspirer les jeunes. Moi, je trouve que c'est un super exercice, le TPE, hein. Moi, j'aime bien. Après, toujours pareil. Tout dépend comment c'est fait. Tout dépend comment c'est fait et tout dépend quel souvenir on a chacun de son propre TPE. C'est-à-dire que moi je dis que j'aime bien le TPE parce que j'ai un relativement bon souvenir de mon TPE à moi. Et c'est un peu le problème du débat éducatif dans le débat public, c'est-à-dire que on est très souvent tenté de lire l'école avec la grille de lecture qui est le souvenir qu'on a de son propre parcours scolaire. Et ça, c'est un biais assez important, je trouve, dans le débat public autour de l'école, que de voilà, que de d'avoir. Moi, parfois, j'ai des gens, des potes, etc., qui ont des avis très tranchés. Et quand je creuse un peu, quand je leur pose des questions, je comprends que s'ils ont un avis tranché, c'est parce qu'ils ont un souvenir quasi traumatique d'un point en particulier. Moi, je me souviens de potes avec qui je me suis engueulé en soirée qui m'ont dit il faut supprimer la philo, ça sert à rien. Bon, ok, et du coup je leur demandais, mais vas-y raconte un peu, enfin explique-moi pourquoi tu veux supprimer la philo et tout. Donc là les mecs ils avaient un discours hyper radical, ça sert à rien, ça répond à aucun besoin de la société, machin, etc., etc., etc. Et puis en fait quand je creusais, je leur disais mais raconte-moi un peu, en fait je comprenais qu'ils avaient un super mauvais souvenir de leur cours de philo. Voilà, pour tout un tas de raisons. Soit le prof était nul, soit ils étaient nuls et ils le vivaient mal, ils ont eu une sale note, etc. Donc vous voyez,
faisons attention quand on parle d'école, de formation, d'enseignement supérieur, etc. à se rappeler que on a tous un parcours scolaire, ce qui est à la fois une bonne chose, mais ce qui est aussi un prisme déformant de notre manière de voir le système. Mais c'est vrai dans beaucoup de sujets, ça. Ce que tu dis. Oui, mais tant mieux. Effectivement, oui, effectivement. On a tous un avis sur tous les sujets. Typiquement la sécurité routière, que tu sois piéton, automobiliste, cycliste, t'as pas la même. Exactement. Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Benjamin. On vous écoute, on t'écoute. Vas-y. Bienvenue à ce compte Qu'est-ce qui rendu s'est dit ce matin au Conseil des ministres? Alors, dans l'introduction, le président de la République a rappelé que c'est une semaine importante, Sans déconner. notamment au sujet de la transformation de notre modèle social. C'est une semaine importante puisque, et j'y reviendrai, une communication a été donnée par Muriel Pénicaud sur la question de l'apprentissage, L'apprentissage. avec finalement un projet important qui est celui qu'a défendu le président de la République dans le cadre de l'élection présidentielle, qui est celui de remettre de la mobilité dans le pays et de permettre à chacun d'avoir des opportunités, d'exercer ses talents et de faire jouer à plein les capacités qui sont les siennes. Et ce rapport à la formation, qui passe à la fois par les annonces qui ont été faites sur l'apprentissage, par celles qui viendront sur la formation professionnelle, par celles présentées également par Jean-Michel Blanquer de la réforme du baccalauréat, eh bien, l'ensemble de ces dispositions et de ces transformations ont comme vocation première d'apporter des protections nouvelles à nos jeunes, qu'ils soient lycéens, qu'ils soient dans l'enseignement supérieur, et puis également à des salariés qui font face à des mutations du monde du travail, et à leur permettre de changer de métier, de changer de secteur, de se reformer si nécessaire pour pouvoir poursuivre leur carrière. Il a salué le lancement qui a été fait hier suite aux annonces sur la transformation de notre système de santé et de l'hôpital avec l'ouverture des consultations. Ça, vous l'avez vécu hier en direct sur Acropolis, Agnès Buzyn qui a présenté, notamment à l'occasion des questions au gouvernement, les 5 chantiers du système de santé pour le quinquennat. Avec l'annonce qui a été faite par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, sur la mise en place de la police de sécurité du quotidien, que c'était un moment important, attendu par nos concitoyens. J'ai eu l'occasion de le dire la semaine dernière lors de mon compte-rendu. La question de la sécurité, c'est aussi une question d'égalité, c'est aussi une question de justice pour les plus fragiles de nos concitoyens dans les territoires difficiles. La semaine prochaine sera marquée par la présentation d'un projet de loi attendu sur l'asile et l'immigration et sera marquée en fin de semaine prochaine par l'ouverture d'un moment attendu chaque année. Qui est la semaine prochaine, on a une présentation du projet de loi sur l'asile et l'immigration par Gérard Collomb. Sous l'autorité du Premier ministre, à maintenir le... Ça va être une grosse semaine la semaine prochaine. Celui de transformation profonde, à un rythme dense, et à la fois de savoir entendre les impatiences qui peuvent faire jour dans le pays, mais ces impatiences qui sont nées sans doute de l'absence de décisions claires ces dernières années, voire ces dernières décennies dans notre pays. Il faut évidemment en tenir compte, mais il faut que nous puissions poursuivre avec la plus grande sérénité les réformes structurelles qui ont été engagées. Ça prend du temps. C'est le temps nécessaire pour donner du sens à la politique qui est conduite. Et donc, poursuivre la pédagogie, donner de la perspective et être très attentif, comme l'a rappelé le président de la République et le Premier ministre, à l'exécution, à la mise en œuvre des grandes décisions qui sont annoncées, parce qu'il n'y a rien de pire pour nos concitoyens que de voir que des décisions sont prises, mais qu'elles ne changent pas leur quotidien, avec des réalisations très concrètes. Vous dire ensuite que Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des Finances, a présenté un projet de loi ratifiant une ordonnance de novembre 2017 relative à la création d'un régime de résolution pour le secteur de l'assurance. Je fais grâce des détails techniques, mais l'objectif, c'est de prévenir les éventuelles défaillances d'organismes d'assurance si elles devaient survenir un jour, et puis surtout en minimiser les conséquences négatives pour les assurés, notamment en permettant au Collège de résolution de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la CPR, bien de disposer de pouvoirs rapides
et de pouvoirs accrus auprès des assureurs qui seraient en difficulté. Ça, je ne suis pas rentré dans le détail, mais effectivement, dans les parties adoption au début du Conseil des ministres, il y avait un sujet sur le secteur des assurances avec une réforme interne. Et ensuite, une ordonnance sur des adaptations réglementaires spécifiques sur la Nouvelle-Calédonie, sur la Polynésie, les îles Wallis et Futuna, sur des questions bancaires et financières. Je ne rentre pas dans le détail, mais comme vous le savez, ce sont des collectivités d'outre-mer qui ont des statuts particuliers et dans lesquels, quand on mène des réformes, il faut avoir des textes d'adaptation spécifiques. Une communication, comme je vous le disais, de Muriel Pénicaud sur l'apprentissage. Communication où d'ailleurs à la fois Jean-Michel Blanquer et Frédérique Vidal ont pris part. Vous avez noté, chacun d'entre vous, l'interview qui a été donnée à 3 voix, qui est une chose assez inédite sur ce sujet-là et qui montre bien le lien important qui est à faire entre à la fois le domaine de l'éducation, de l'enseignement supérieur et la question de la formation professionnelle et de l'apprentissage, en particulier sur ce sujet abordé ce matin. Chacun convient, et ça a été rappelé par le président de la République avant l'intervention de Muriel Pénicaud, que c'est un sujet central, qu'il faut réformer et que chacun s'accorde à dire depuis des décennies que le système ne fonctionne pas, qu'il faut le transformer, mais que rien n'a jamais été vraiment réalisé. Et que le projet qui est proposé par Muriel Pénicaud est un projet qui repose d'abord sur l'implication en première ligne du monde professionnel et que c'est sans doute là une révolution importante dans la manière d'aborder la question de l'apprentissage. Cette réforme aboutira à un projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel qui sera présenté au printemps prochain. D'accord. C'est, je le rappelle, une refonte absolument indispensable parce que nous avons aujourd'hui, et il faut rappeler quelques chiffres, 1 300 000 jeunes qui ne sont ni en formation, ni en alternance. Ok, donc au printemps prochain, on aura un projet de loi qui sera présenté sur la réforme de l'apprentissage. Ça, c'est l'information à garder. Je vais changer mon casque de côté. Les perspectives d'avenir sont inexistantes. Seuls 7% des jeunes entre 15 et 25 ans sont aujourd'hui en apprentissage. C'est à peu près 2 fois moins que chez nos voisins européens, où le taux de chômage est plus bas. On compte un peu plus de 400 000 apprentis aujourd'hui en France. Alors que, et c'est là la chose la plus étrange, on a 7 apprentis sur 10 qui trouvent un emploi moins de 7 mois après la fin de leur période d'apprentissage, et très souvent dans les entreprises où ils ont accompli... Ça, c'est pas une révolution, hein. Rappelez-vous, sur Acropolis, vous l'avez vécu, le quinquennat dernier sous François Hollande, Myriam El Khomri, la ministre du Travail, passait son temps à dire formation des chômeurs, formation professionnelle, apprentissage, c'est les clés de la réussite de notre modèle d'emploi, etc. Donc là, clairement, En Marche est dans la droite ligne de cette option-là. Il faut former. Qui vise d'abord à rendre l'apprentissage plus attractif pour les jeunes. Il sera, par exemple, ouvert jusqu'à 30 ans, contre 26 ans aujourd'hui. Tous les apprentis majeurs bénéficieront d'une aide de 500 € pour passer leur permis de conduire. Et on sait que dans certains territoires, la difficulté de la mobilité est une barrière à pouvoir parfois profiter de ces mécanismes d'apprentissage. Que l'ensemble des jeunes qui souhaitent s'orienter vers l'apprentissage mais ne disposent pas des compétences requises auront accès à des préparations à cet apprentissage et que, enfin, on aura une meilleure information des familles au moment où les orientations se décident sur les taux d'insertion dans l'emploi, sur les niveaux de revenus dans certains métiers. Et croyez-moi, il y aura des surprises. On pense à certains secteurs, à certaines branches, à certaines entreprises dont je ne suis pas certain qu'aujourd'hui les jeunes et peut-être même leurs parents aient conscience des niveaux de revenus importants et puis des carrières et des possibilités d'évolution dans certains secteurs. Changer l'image de l'apprentissage, ça aussi c'est un enjeu auquel le gouvernement souhaite s'atteler. Ça fait plusieurs fois qu'ils le disent. L'apprentissage n'est pas assez attractif. En adaptant mieux le système à leurs besoins, il y avait là encore un besoin de simplification et de mettre le monde professionnel au cœur de cette réforme importante qui s'engage, avec par exemple une seule cotisation alternance qui sera prélevée au lieu de 2 aujourd'hui. Les partenaires sociaux participeront à la coécriture des diplômes professionnels avec l'État. Et puis, l'embauche d'apprentis pourra se faire tout au long de l'année parce que il est possible que les besoins d'apprentissage ne soient pas identifiés au moment de la rentrée, mais puissent être identifiés un peu plus tard dans l'année, au moment du printemps. Et donc, c'est à tout moment de l'année que les entreprises pourront procéder à l'embauche d'apprentis. C'est une chose qui paraît toute simple,
mais qui semblait insurmontable jusque-là. Et c'est un élément important qui fait partie de cette réforme, avec également des aides qui seront simplifiées et qui seront ciblées sur les TPE et les PME et les niveaux bac et pré-bac. Enfin, il sera mis fin à l'autorisation administrative d'ouverture et de fermeture de centres de formation d'apprentis. C'est un point important aussi en termes de liberté d'organisation. Libéralisation du secteur des CFA. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas créer un CFA sans avoir l'autorisation de l'administration. De l'apprentissage. Et ça, le gouvernement veut y mettre fin. La responsabilité de l'orientation leur sera attribuée. Ce principe d'autorisation préalable ressort de l'éducation nationale et que par ailleurs elles bénéficieront de 2 dotations à hauteur de 430 millions d'euros pour assurer l'égalité au sein des territoires, c'est l'une de leurs missions, et éventuellement créer de nouveaux centres de formation des apprentis. Vous le voyez, c'est une transformation très complète qui prend à la fois en considération le besoin d'expliquer et de montrer le caractère attractif de l'apprentissage aux jeunes, qui place les entreprises et le monde professionnel au cœur de l'engagement et qui donne aux régions un rôle important dans le travail d'orientation. Bref, l'apprentissage, on va en bouffer à partir du printemps prochain, puisque je rappelle la principale information, on aura un projet de loi qui va être présenté par Muriel Pénicaud au printemps prochain. Jean-Michel Blanquer sur la réforme du baccalauréat. On enchaîne sur le bac. Il ne fait pas de concurrence déloyale au ministre de l'Éducation et qu'il va entamer d'ici quelques minutes une conférence de presse au sein de son ministère pour expliquer... Ok, donc c'est la raison pour laquelle Blanquer n'est pas à côté de Benjamin Griveaux, c'est parce que Blanquer est en train de faire une conférence de presse rue de Grenelle au ministère de l'Éducation nationale des présentations de au même moment. Ici à 2, il se trouve que la salle est trop petite et que nous n'aurions pas pu accueillir l'ensemble de vos confrères et de vos consorts. C'est pour ça. De l'éducation que vous ne l'êtes dans cette salle, c'est la raison pour laquelle ça se tient dans 2 endroits différents. Ah bah on est déçus, ça nous arrange pas beaucoup nous Acropolis. Vous dire simplement que c'est un examen important. Le baccalauréat, c'est ce qu'a rappelé le Premier ministre suite à l'intervention de Jean-Michel Blanquer, que chaque année, nous avions un risque industriel dans l'exécution et dans la tenue de l'examen, qui parfois amenait même des élèves qui n'étaient pas concernés par cet examen à voir leurs cours perturbés et les fins d'année scolaire perturbées. Cette réforme va aussi simplifier ce temps-là, ce temps de la fin d'année, notamment du mois de juin. Et puis, vous dire que c'était un engagement du président de la République. C'est une grande institution française. C'est presque, on serait tenté de dire, un rite républicain. Et que, comme tous les rites, ils ont parfois besoin d'être dépoussiérés. C'est, je crois, tout l'objectif de la réforme que propose Jean-Michel Blanquer. Et je crois que chaque parent qui a le souvenir d'avoir passé quelque temps à réviser le baccalauréat et chaque jeune qui se préparera pour avoir ses premières épreuves pour le baccalauréat 2021 seront attentifs et sensibles à ce qui est proposé par... Salut, il y a les QAG après. Oui, dans 1 heure, il y a les QAG. Benjamin Griveaux qui est en train de conclure son propos liminaire pour expliquer ce qui s'est dit ce matin au Conseil des ministres, qui nous a expliqué pourquoi il n'en dira pas beaucoup plus sur la réforme du bac et qui ensuite va répondre aux questions des journalistes. Et je suis, comme chaque semaine, à votre disposition. Voilà, les journalistes qui vont pouvoir poser des questions à Benjamin Griveaux. Et on en saura plus cet après-midi sur le bac, puisque Jean-Michel Blanquer est en train de faire une conférence de presse et il répondra à des questions au gouvernement. Donc on en saura plus au moment des QAG. J'ai différentes personnes ces derniers jours. Est-ce que vous pouvez dire si le gouvernement français peut dire si des armes chimiques en Syrie et si quelle est la réponse de la France concrètement? Alors il y a un problème de micro pour cette journaliste qui pose une question sur l'usage d'armes chimiques en Syrie. Une question sur un autre sujet. Quelle est la position de la France? Il a eu l'occasion de s'exprimer hier devant l'association de la presse présidentielle longuement. Il a évoqué cette question. Il a fixé une ligne rouge et il l'a réaffirmé hier très clairement, à savoir que si nous avons des preuves avérées que des armes chimiques proscrites par les traités internationaux sont utilisées en Syrie à l'égard des populations civiles, nous frapperons l'endroit d'où ces envois sont faits ou sont organisés. Reste à se déterminer et à savoir si ces armes chimiques ont été... c'est toute la question en fait qui est posée à Benjamin Griveaux. C'est justement comment fait-on pour savoir si oui ou non il y a bien eu utilisation d'armes chimiques sur ce sujet-là. La France participe à cette enquête? Oui, elle y participe. Et, si possible, une autre question sur un autre sujet. Pourquoi l'Élysée veut éloigner les journalistes en la salle de presse hors de l'Élysée? Alors, ne croyez pas à l'adage « loin des yeux, loin du cœur ».
c'est simplement pour améliorer vos conditions de travail dans des espaces plus spacieux, plus fonctionnels, plus opérationnels et surtout... Benjamin Griveaux qui répond à une question de la journaliste, si vous ne l'avez pas entendu, elle a demandé est-ce que l'Élysée cherche à éloigner les journalistes en projetant de déménager la salle de presse. Apparemment, ils vont changer de lieu. L'Élysée est à vol d'oiseau à moins de 10 mètres de la nouvelle salle que vous occuperez dans de bien meilleures conditions, et ça je crois que chacun... Donc Benjamin Griveaux qui répond rassurez-vous, c'est juste plus moderne. Il n'y a pas du tout de volonté d'éloigner. Le président de la République a passé hier plus de 2 heures avec l'ensemble de la presse présidentielle. Également avoir les briefings, notamment pour la presse, en dehors de la Maison-Blanche. Il y a une protestation de la part de l'équivalent de l'association de la presse présidentielle américaine, journaliste. Évidemment, il a décidé que cela ne serait plus en dehors de la maison. Bon. Bon, il y a clairement un problème de micro au niveau de tout ce qui est Élysée. Si vous avez besoin de conseils, l'Élysée, n'hésitez pas. Acropolis est là pour vous aider. Cette journaliste qui elle aussi proteste contre le fait que les briefings presse n'auront plus lieu à l'Élysée. Apparemment, c'est un sujet pour les journalistes présidentiels. Ils sont pas contents. J'ai l'impression qu'il y a une nouvelle salle de presse qui soit en dehors de l'Élysée. Ah ouais, apparemment ça gueule. Hein. Je crains malheureusement qu'il ne faille pas chercher des symboles à tout bout de champ et qu'aux comparaisons n'est pas raison. Et que comparer le rapport du président de la République à la presse française avec celle du président des États-Unis avec sa presse n'a pas lieu d'être. C'est simplement pour des questions très opérationnelles et très fonctionnelles. C'est quoi le deal de cette salle de presse? Bah en fait la salle de presse que vous voyez là à l'image va déménager. Aujourd'hui elle est à l'intérieur de l'Élysée, donc dans l'aile du palais de l'Élysée, et elle va déménager je crois dans une rue à côté, j'ai l'impression, enfin pas très loin. De toute façon il y a des services de l'Élysée dans les rues partout autour, hein, donc c'est pas... voilà. Mais effectivement en termes de symboles, c'est plus à l'Élysée qu'auront lieu les briefings presse, ce sera juste à côté. Et ça apparemment les journalistes sont pas contents. Sinon les gens qui nous écoutent n'entendent pas la question, seulement mes réponses. Oui, Benjamin Griveaux qui pense au public d'Acropolis. C'est bon, là. En demandant à bien utiliser le micro. Sur le même sujet, qui selon vous est le mieux à même d'évaluer ce qui est bon pour la presse, ce qui n'est pas bon pour la presse? Est-ce vous-même ou est-ce la presse? Ok, donc en fait on est en train d'assister à un règlement de compte entre Benjamin Griveaux et les journalistes présidentiels sur la question de l'accès à une salle de presse. C'est absolument passionnant comme sujet, mais vous voulez pas qu'on parle du baccalauréat et de la formation professionnelle plutôt? Ça n'est certainement pas au pouvoir exécutif, au pouvoir législatif ou à quelconque des 3 pouvoirs organisés dans la Constitution de déterminer ce qui est bon pour la presse ou pas. Ce dont je suis certain, c'est que les confrères nouveaux qui pourront se joindre à cette salle de presse auront eux plaisir à finalement pouvoir accéder à quelque chose auquel ils n'avaient pas accès auparavant. Et que le meilleur moyen de garantir finalement que la presse puisse librement échanger, interroger, enquêter et donc faire le beau métier qui est le vôtre, c'est aussi de pouvoir ouvrir aujourd'hui à des organes de presse qui ne sont pas présents. Et donc moi je me Coucou qu'il y ait plus de journalistes qui puissent demain travailler dans de meilleures conditions, eh bien, en lien permanent avec l'Élysée. Eh ben, j'aimerais beaucoup que l'Acropolis puisse envoyer un journaliste l'occasion de le faire. En lien permanent avec l'Élysée. À nouveau, ne mettez pas des symboles là, il n'y en a pas. On est sur quelque chose de très fonctionnel, de très opérationnel et qui permettra d'accueillir plus d'entre vous. Ceux qui sont déjà là, vous avez beaucoup de chance, c'est formidable, mais pensez à ceux qui vont pouvoir bénéficier eh bien, de ces conditions de travail améliorées. Non, mais qui n'ont pas des conditions de travail qui sont optimales, vous le savez très bien. Ah ouais, donc c'est vraiment une engueulade là, on est vraiment en train d'assister à une engueulade entre des journalistes qui sont pas contents du tout que la salle déménage. Des symboles dans des décisions qui sont des décisions très opérationnelles et très fonctionnelles. Bon. Désolé pour ce stream de qualité. Donc, sortir la salle de presse de l'allée de l'Élysée, ça n'est pas un symbole. Non, on s'en branle. Enfin, pardon, là c'est ma réponse à moi. J'ai déjà 5 questions sur ce sujet et aucune sur l'apprentissage. Et que les grandes réformes structurelles qu'attendent le pays sont sans doute, je vous le dis, plus proches de l'apprentissage. On était à la conférence de presse sur l'apprentissage. Bon, mais vous savez que c'est un sujet qui sans doute inquiète plus les Français qui nous écoutent que le déménagement d'une dizaine de mètres de la salle de presse de l'Élysée. Ouais. Permettez-moi de vous le dire.
Ouais. Donc, à nous. Pour le coup, je suis désolé, mais ouais. Ça fonctionnait. On s'en branle un peu du déménagement de la salle de presse, sans déconner. Si on pouvait parler apprentissage, baccalauréat, tout ça, ce serait chouette. Une question sur un autre sujet. Bonjour, Vincent de Rosier, RTL. Oui, vous avez parlé au tout début de votre point presse de la loi asile et immigration. Merci. Est-ce que vous souhaitez qu'il y ait une liberté de vote à l'Assemblée? On sait que dans le groupe La République En Marche, il y a des divergences, des sensibilités différentes, des points de vue différents sur ce sujet. Est-ce qu'il doit y avoir une liberté de vote comme on avait eu pour le projet de loi antiterroriste? Une bonne question en plus sur ce sujet-là. Vous savez que c'est un sujet qui crée des tensions au sein du groupe En Marche à l'Assemblée nationale et ce journaliste d'RTL pose la bonne question. Quelle liberté de vote auront les députés? Est-ce que des députés En Marche pourront rester En Marche s'ils votent contre une loi sur l'asile et l'immigration? Le gouvernement et qui ont été élus suite à l'élection du président de la République. Le président de la République, il a été élu sur un projet lequel il n'a pas caché à la fois la ligne de fermeté et d'humanité à l'égard de la question compliquée, délicate des migrants et dans lequel le projet de loi asile-immigration, sur lequel le projet de loi asile-immigration revient. Beaucoup de parlementaires ont été reçus, ont été entendus. Il y a le rapport du parlementaire Aurélien Taché qui a été fait sur les questions d'intégration. Il y a eu un dialogue extrêmement nourri, assuré par le ministre de l'Intérieur, ministre d'État Gérard Collomb depuis des mois, qui ont permis de venir nourrir le texte. Le principe, c'est qu'évidemment, un député, il est député de la nation, il est dépositaire d'une part de la souveraineté nationale et qu'il est libre de son vote par définition. Il y a aussi un besoin de solidarité gouvernementale. S'il n'y avait pas eu de discussion et si les dernières semaines, les derniers mois n'avaient pas été consacrés à la fois au sein du groupe, à la fois entre le gouvernement en la personne de Gérard Collomb et le groupe parlementaire, et puis dans les échanges que nous avons au quotidien, si ces échanges-là n'avaient pas eu lieu, évidemment que... Non, justement, Benjamin Griveaux fait de la langue de bois, mais c'est une langue de bois très intéressante dont on peut tirer des enseignements. Benjamin Griveaux, au nom du gouvernement, reconnaît qu'il y a effectivement un débat au sein du groupe En Marche sur cette question-là, donc c'est un sujet tendu. Il parle évidemment de concertation, de discussion en interne à la majorité, etc. Mais il dit que, en gros, il y a aussi des aménagements dans le texte qui vont être pris en fonction de ce que les députés en disent. Donc clairement, il y a des portes ouvertes à des aménagements. Entretiens d'évaluation qui sont en ce moment passés par certains ministres à l'Élysée en face du président. Comme d'ailleurs il en avait été question pendant la campagne où le candidat Macron avait expliqué qu'il fallait évaluer les ministres régulièrement. Alors quels sont les critères qui procèdent à cette évaluation? Comment est-ce qu'il y a éventuellement des sanctions si là aussi une question intéressante. Le journaliste a rappelé effectivement que les ministres sont passés devant leur patron Emmanuel Macron qui a reçu plusieurs ministres pour les évaluer au bout de presque un an. Comment vous y préparez-vous? Non. Donc je ne sais quelle conclusion en tirer. Ça, c'est me concernant. Écoutez, je ne suis pas certain que ce soit des entretiens d'évaluation comme on peut connaître dans le monde de l'entreprise. L'État et le gouvernement, s'il est à la recherche d'efficacité, poursuit l'intérêt général. C'est l'objet social du gouvernement. Si je devais faire la comparaison avec l'entreprise, l'entreprise recherche le profit, donc on n'est pas dans le même objet social exactement. Il y a évidemment... C'est bien de le rappeler. ...qui ne sont pas des entretiens d'évaluation ponctuels, qui se font chaque semaine, chaque mois, sur la mise en œuvre. À nouveau, le président de la République considère que la politique est un art d'exécution et donc que c'est en mettant en place ces choses, ce qui a été par exemple présenté par le Premier ministre il y a quelques semaines sur le taux de décret qui est pris après les promulgations des textes, et on doit être à 117 décrets sur les ordonnances, on est à la totalité des décrets pris suite à la loi sur la moralisation de la vie publique l'été dernier. L'objectif, c'est qu'en moins de 6 mois, on puisse prendre les décrets. Et donc c'est ça dont on s'assure qu'une fois que les lois sont votées, les décrets sont pris pour qu'il y ait des effets concrets. Donc c'est plutôt dans cet esprit. Bon, Benjamin Griveaux qui justifie le fait que l'Élysée suit de très près l'action des ministres en disant il faut être au service des Français, donc il faut agir vite, etc. Mais il y a quand même une question qui se pose, hein, c'est sur le niveau de loyauté qui est demandé des ministres vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui se comporte en véritable patron en demandant aux ministres de lui rendre des comptes. FMTV. Hier, Emmanuel Macron a confirmé que le service national serait obligatoire au moins sur une partie qui irait de 3 à 6 mois. Pourtant, dans les jours précédents, 2 ministres du gouvernement avaient donné des versions différentes. Donc comment est-ce que vous expliquez ces 2 versions différentes données quasiment au même moment? Et puis une autre question, demain le président reçoit le président de la Fédération nationale des chasseurs, alors que certains députés, dont des députés de la majorité, veulent interdire la chasse à courre. Quelle est la position du gouvernement s'il y en a une? Voilà. Est-ce que vous pouvez nous Gardez vos questions de côté, je vous y réponds juste après. Alors, sur la conférence de presse.
n'y a qu'une seule version sur le service national universel, c'est l'engagement qu'avait pris le président de la République pendant la campagne présidentielle, et d'ailleurs qu'il a rappelé hier dans le cadre de l'échange qu'il a eu avec la presse présidentielle pendant 2 heures. Et donc ce sera obligatoire, ce sera universel, et donc ça concernera tant les jeunes garçons que les jeunes filles, et ce sera pour une période de 3 à 6 mois. Alors, il y a un rapport qui sera remis, qui a été demandé à la fin du mois d'avril sur les modalités techniques. Comment est-ce que ce sera? Est-ce que ce sera ouvert sur la chose militaire? Quelle forme ça peut prendre sur le caractère civil? À quel moment ça se construit? Est-ce que c'est l'année des 18, des 19? Bref, l'ensemble des éléments, des modalités techniques. Mais il est très clair. Et ouais, donc en gros, Emmanuel Macron, par la voix de Benjamin Griveaux, veut mettre fin à la polémique. Le service national sera bien obligatoire, mais on ne sait pas très bien de quoi on parle. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'on ne sait pas si on parle d'un truc militaire, on ne sait pas si on va ouvrir des casernes, etc. Donc c'est les modalités techniques qu'il va falloir déterminer d'ici la fin du mois d'avril avec la remise de ce rapport. De réponse. Il est normal de recevoir l'ensemble des acteurs de la société civile, quelles que soient les activités concernées. Il y a une tradition française autour de la chasse. Je ne connais pas, je ne suis même pas certain qu'il y ait une position très officielle du gouvernement français sur la chasse à courre. Ah, bah, je croyais que Macron était favorable et puis que c'est tout. Sur plusieurs autoroutes françaises, Macron, c'est pas le gouvernement. La 10, la 71, la 64, on observe des blocages d'agriculteurs en colère contre le déclassement de leur territoire qui était jusqu'ici classé zone défavorisée. Du coup, ils perdent certaines aides compensatoires européennes. Que compte faire le gouvernement, d'une part, pour entendre leurs revendications et pour faire respecter leurs territoires? On en avait entendu parler de ça à l'Assemblée nationale. Il y avait des députés qui avaient tiré la sonnette d'alarme en disant qu'il y a des déclassements de territoire qui mettent des agriculteurs dans la merde vis-à-vis des aides européennes. Compensation liée au handicap naturel, c'est un texte qui date de 1976. Donc votre serviteur n'était pas né. C'est un texte qui organise, au regard du handicap naturel qu'ont certaines régions, des indemnités compensatoires. Aujourd'hui, nous avons de mémoire environ 55 000 personnes, en tout cas exploitations, qui en bénéficient. À l'issue de la révision de ces territoires, nous passerons à 60 000. Donc on aura 13% de personnes supplémentaires qui seront couvertes. Et il y a des personnes qui sortiront du dispositif. Il y a à peu près 5 000 sortant du dispositif pour un peu plus de 10 000 entrants dans le dispositif. Il était pas anormal de revoir les critères, sachant que sur, grosso modo, le milliard d'euros que représentent ces indemnités compensatoires liées au handicap naturel, vous en avez à peu près 700 millions qui sont liés au handicap de montagne, et cela, on n'y touche pas, donc il n'y a pas de modification sur cette partie-là. C'est sur ce qui concerne les zones en plaine où il y a des modifications qui ont lieu. Dire d'abord que quand des personnes vont être amenées à sortir de ce dispositif. Donc, je rappelle que c'est assez intéressant cette histoire parce que c'est assez compliqué à expliquer, mais je peux vous faire un parallèle qui vaut ce qu'il vaut, mais qui est assez intéressant. C'est vous savez, les zones d'éducation prioritaire, les réseaux d'éducation prioritaire. C'est des cartes qui ont été faites dans les années 90 à une époque où on disait dans tel établissement il y a une population défavorisée, dans tel autre il y a une population un peu plus favorisée. Et le truc c'est que les populations ça bouge et ça évolue. Et au moment où vous voulez sortir un établissement scolaire d'une zone d'éducation prioritaire, et bah du coup il va perdre des moyens. Et du coup en général il gueule. Et les équipes éducatives sont pas contentes. Et les parents d'élèves sont pas contents en disant bah non vous faites chier, on était bien en ZEP, on avait des moyens supplémentaires. Là on va perdre des moyens si on sort de la zone d'éducation prioritaire. Ce à quoi le gouvernement répond bah oui vous êtes gentil mais la population a évolué et ce n'est plus une population défavorisée. Vous voyez le genre de débat qu'il peut y avoir? Et bah là c'est pareil pour les agriculteurs. En gros les agriculteurs ils avaient des indemnités compensatoires quand leur terrain avait des handicaps naturels. Et Benjamin Griveaux a rappelé que c'était des trucs qui avaient été décidés dans les années 70. Donc on est en train de réévaluer ça. L'Union européenne est en train de réévaluer ça. Et du coup il y a des agriculteurs qui vont sortir des zones à handicap qui aujourd'hui ne sont plus handicapées, en tout cas que la Commission européenne considère comme plus handicapées. Et donc du coup ils vont perdre des aides. Et donc ça gueule et donc il y a des blocages. Et donc se pose la question des compensations à la perte des indemnités compensatoires. C'est cette transition-là qui va se construire. Mais à nouveau, je rappelle, on est aujourd'hui à 55 000 bénéficiaires, nous en aurons plus de 60 000 à l'issue du dispositif. Il faudra donc regarder avec précision. Il y a des régions qui sont plus concernées que d'autres. Je pense par exemple aux Deux-Sèvres, ou je pense à la région du Gers, où on a des manifestants qui bloquent certains accès routiers. Ces sujets-là seront traités. Ils sont évidemment en vigilance absolue auprès du cabinet de Stéphane Travert. Et nous procéderons avec la plus grande exigence de justice et surtout la volonté d'accompagner la transition de notre modèle agricole sur ces questions-là. Sur la question de l'ordre public, sachant que
départemental dans la ZAD de Notre-Dame. Mais je ne compare en rien un phénomène qui a duré pendant des décennies, enfin pendant au moins une dizaine d'années sur les blocages de l'autoroute de la ZAD, et des agriculteurs qui expriment un mécontentement qui est légitime, qu'il faut entendre et auquel il faut apporter de la réassurance. Ne mélangeons pas deux situations qui n'ont que peu de choses en commun. En gros, on peut bloquer une route quand on est un écolo aux cheveux longs, mais pas quand on est un agriculteur, c'est ça? Ou alors c'est l'inverse? Non, c'est l'inverse. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine. C'est la fin de cette conférence de presse du porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, qui sortait du Conseil des ministres et nous a donc raconté ce qu'il s'y est dit, puis a répondu aux questions des journalistes. Très rapidement, Benjamin Griveaux a commencé par nous relater l'importance stratégique dans la tête d'Emmanuel Macron de cette semaine pour la mutation de notre modèle social. Il a parlé d'apprentissage, il a parlé de la police de sécurité du quotidien, il est revenu sur les annonces d'Agnès Buzyn hier et avant-hier sur la réforme de notre système de santé, en tout cas la feuille de route. Voilà, ça c'était pour la partie présentation globale et propos liminaires du président de la République. Puis Benjamin Griveaux est venu un peu plus en profondeur dans la question de la réforme de l'apprentissage. Il nous a appris qu'il y aura un projet de loi présenté au printemps prochain où on va parler de cette réforme de l'apprentissage. Le but du gouvernement, clairement, vous l'aurez compris, c'est mettre le paquet sur l'apprentissage, revaloriser les filières d'apprentissage, notamment auprès des jeunes, aider les jeunes à aller vers l'apprentissage, notamment grâce à 500 € d'aide pour passer le permis de conduire, ce qui peut être très pratique quand on est apprenti, effectivement. Le passage de 26 à 30 ans comme limite d'âge pour être apprenti, donc on va pouvoir être apprenti plus longtemps, en tout cas jusqu'à plus tard. Et enfin, j'ai noté la libéralisation de la création des CFA. Il n'y aura plus besoin d'une autorisation administrative pour créer des CFA. On en reparlera dans l'actualité, ça reviendra à la fin du printemps prochain, puisque Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, présentera un projet de loi à ce moment-là, et donc on aura un débat parlementaire à ce moment-là. Autre sujet du jour très important, la réforme du baccalauréat qui a été présentée ce matin par Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, qui est à l'heure où je vous parle en train de faire une conférence de presse au ministère de l'Éducation nationale. La salle de presse de l'Élysée était trop petite pour accueillir tous les journalistes, parce que c'est vrai qu'il y a un paquet de journalistes qui suivent les sujets éducatifs, donc ils ont préféré faire séparer ça en deux conférences de presse distinctes. On la couvre pas sur Acropolis, cette conférence de presse de Jean-Michel Blanquer, mais de toute façon c'est pas grave, on entendra Jean-Michel Blanquer répondre à des questions au gouvernement dans moins d'une heure sur ce sujet-là, donc gardez votre mal en patience, on en saura plus sur le baccalauréat. Voilà, et ensuite Benjamin Griveaux a répondu à des questions des journalistes qui apparemment étaient très intéressés par le sujet du déménagement de la salle de presse de l'Élysée, mais qui ont quand même posé aussi des questions intéressantes, comme par exemple la question de l'utilisation d'armes chimiques en Syrie, où Benjamin Griveaux a botté en touche en disant qu'il faut qu'il y ait une enquête et que si jamais il y a des armes chimiques qui sont utilisées, c'est pas bien et la France réagira. La question de l'immigration, du projet de loi sur l'asile et l'immigration qui sera présenté lui aussi en avril, je crois, prochain, par Gérard Collomb, et qui soulève des questions, voire même un début de fronde au sein du groupe En Marche à l'Assemblée nationale. Le gouvernement avait l'air de dire que c'est normal qu'il y ait des discussions en interne au groupe, il est important qu'il y ait une discipline collective, mais on sait écouter aussi, donc on est prêt à avoir quelques aménagements. Bref, on est en train de négocier en interne ce projet de loi avant de le fignoler. La question du service national, il y a eu un petit quiproquo, un début de couac gouvernemental ces derniers jours où on ne savait pas s'il allait être obligatoire ou pas obligatoire. Emmanuel Macron a souhaité siffler la fin de la récréation hier en conférence de presse, ou en tout cas c'était pas une conférence de presse, mais il a rencontré des journalistes et il a réaffirmé son engagement de campagne. Il y aura bien un service national universel obligatoire, mais on ne sait pas à quoi il va ressembler. Voilà. Donc est-ce que ça se fait dans le cadre scolaire? Est-ce que c'est des casernes militaires qu'on va réouvrir? Est-ce que c'est une espèce de service civique chelou réorganisé différemment, etc. On ne sait pas, mais apparemment le caractère obligatoire du truc a l'air très important pour Emmanuel Macron. Pareil, on en reparlera, il y aura un rapport parlementaire qui sera rendu en avril prochain sur ce sujet-là. Et enfin, dernière question sur le blocage des agriculteurs sur les autoroutes. Le gouvernement est bien conscient de la situation, mène des concertations actuellement avec les acteurs concernés et est vigilant vis-à-vis de la compensation des agriculteurs qui seraient lésés par la redéfinition de la carte des zones qui ne bénéficieront plus d'indemnités compensatoires. Voilà en gros pour cette conférence de presse. Est-ce que vous avez des questions? Auquel cas j'y réponds avec plaisir, et de toutes les façons on se retrouve à 14h45 pour les questions d'actualité au gouvernement à l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de faire un service militaire de 3 à 6 mois? Perso, je trouve pas vraiment ça utile. Sorbiou, l'une des questions de ce service national universel obligatoire, c'est son caractère militaire ou pas.
Donc effectivement, la question que tu poses est une question qui est actuellement en débat. Faut-il que ce service soit militaire? Faut-il qu'il soit en partie militaire? Et si partie il y a, quelle partie? Quel rôle doit jouer l'armée là-dedans? Est-ce que c'est à l'école que ça doit se passer? Est-ce qu'il doit y avoir une formation? Machin, bref. Faut-il qu'il soit obligatoire? Bah, faut-il qu'il soit obligatoire? C'est un vrai sujet de débat citoyen. C'est le souhait de Macron. En tout cas, c'est le souhait de Macron et a priori de sa majorité. Donc voilà, on parle bien d'un service national, pas forcément militaire. Oui, voilà Julie, exactement. Donc, mais a priori, il devrait y avoir une dimension militaire dans ce truc-là. Hein, de ce qu'en disait Emmanuel Macron pendant la campagne, on part sur un truc qui aurait, à un moment, il y aura des treillis, quoi. Mais justement, c'est toute la question de savoir dans quelle mesure, à quel moment, la JAPD, pas la JAPD, est-ce que ça devient une semaine, est-ce que ça reste une journée, comment ça se passe, etc. C'est quoi les objectifs et utilités de la remise en place du service militaire? Ils ont des raisons ou objectifs officiels. À Lilo, ça fait partie des choses qu'il faudra que le rapport parlementaire précise. À quoi bon faire un service national, universel, et à quel objectif est-ce que ça répond? Est-ce que ça répond à une demande des jeunes? La réponse est non. Est-ce que ça répond à une, je sais pas, une demande de l'école? Est-ce que ça répond à des objectifs éducatifs? Est-ce que ça répond à des objectifs républicains? Est-ce que ça répond à des objectifs militaires? La réponse est non. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire, on verra bien, et ce débat aura lieu au moment où on aura ce rapport, on en saura un peu plus au moment où le gouvernement rendra sa feuille. Pour l'instant, on est sur un débat effectivement qui est très philosophique, quoi. Service national, universel, donc mixte, a priori garçon-fille, bon ça d'accord, on est en 2018, à la limite tu me dis d'accord, c'est pas le plus compliqué, enfin c'est pas le plus... voilà, mais effectivement, caractère militaire ou pas, association, pas association, intérêt général, qu'est-ce qu'on va demander à qui, à quel jeune, à quel âge, pourquoi faire... Voilà. Les jeunes seront payés pour leur service. Ah, eh ben on sait pas. Bah pareil, tu vois, non mais ça c'est une vraie question. C'est-à-dire que si tu fais un truc obligatoire de 3 à 6 mois d'une traite, déjà il va falloir que tu me dises à quel moment tu le fais dans ta scolarité. Donc est-ce qu'on coupe une année scolaire en deux pour envoyer les jeunes dans des casernes? Et ensuite, quelle indemnité pour les jeunes? Genre, est-ce que c'est comme à l'école, donc les jeunes gagnent pas d'argent? Est-ce qu'ils ont une petite solde de militaires? Tu vois, non mais il y a plein de questions qui se posent. Et puis là on parle que de la question de l'indemnisation des jeunes, mais moi je pose la question du financement de tout ce merdier. C'est une deuxième question qui est vachement importante, parce qu'on parle de millions de jeunes, enfin bref. Toutes ces questions-là sont hyper intéressantes, et elles seront traitées en temps voulu. On va les payer en clope. Ouais, c'est ça, en kebab. En kebab. Acropolis, du coup, ils ont vraiment plus rapide qu'avant pour sortir les décrets ou pas? C'est compliqué de faire des comparaisons entre les gouvernements sur qui est le plus rapide à sortir les décrets, parce que tu sors pas un décret à la même vitesse si t'es le ministère des Affaires sociales ou si t'es le secrétaire d'État aux anciens combattants. Tu vois ce que je veux dire? Donc est-ce qu'on peut faire une comparaison entre le gouvernement d'Édouard Philippe et le gouvernement précédent, celui de Manuel Valls, sur qui est le plus rapide? Écoute, moi pour le coup, j'ai travaillé pour le gouvernement précédent à une époque. Je me souviens qu'on avait des tableaux de suivi. Le secrétariat général du gouvernement mettait la pression sur les ministères pour que les décrets soient pris en temps et en heure, etc. Donc ça faisait vraiment cravacher à mort les services et les cabinets pour pondre les décrets. Voilà, il y a déjà des efforts qui ont été faits par le passé pour qu'effectivement les décrets d'application soient pris vite. Est-ce que Emmanuel Macron a encore accéléré la tendance? J'en sais rien, peut-être. Peut-être, mais en tout cas c'est vrai que oui, il y a une pression qui est mise par le gouvernement, enfin par Macron au gouvernement, pour que les décrets d'application soient pris vite. Et comme l'a dit Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement dans sa conférence de presse, le but du jeu pour le gouvernement, c'est que les Français voient le plus vite possible les réformes de manière pratique dans leur quotidien. Voilà, qu'on vote pas une loi pour qu'ensuite, dans 2 ans, éventuellement, on verra un bout de changement, quoi. Est-ce que l'aspect militaire du service est intéressant aujourd'hui? Pardon. Très bonne question, Sorbiou. Je te propose d'apporter des éléments de réponse. Je ne sais pas. Pour le financement, c'est facile. Il suffit de gratter de la thune à la santé, la police, l'éducation, les services publics, etc. Ça va, tu fais de mauvais esprits. Est-ce que avant tu as été payé pendant le service militaire? C'est une question ou une affirmation, Xan? Est-ce que la conscription était rémunérée avant? Sylvain, tu t'en souviens de ça? Il y avait une solde. Je suis trop jeune pour ça. Bah ouais, moi aussi. Je suis pas sûr. Hein. Je pense pas. Je sais pas. Mais je sais pas. Il y avait peut-être une solde, un truc qui ressemble à une espèce de RMI à la con. J'en sais rien. Je sais pas du tout. Est-ce que vous voulez aller à la prochaine conférence de presse dans l'autre salle et engueuler les autres journalistes à cause de leurs questions pourries? Tellement. Tellement moi j'y vais. Hein.
Non, mais bon, après c'est normal que l'Elysée et le porte-parole du gouvernement et les journalistes aient des engueulades parfois sur des sujets comme celui-là, sur la question des accréditations, sur la question des voyages de presse, sur la question des pools de journalistes, sur la question des conditions dans lesquelles se font les briefs presse. C'est normal, hein, ça fait partie du jeu, voilà. Bon, qu'il le fasse à l'occasion d'une conférence de presse sortie de Conseil des ministres, c'est un peu gonflant, surtout quand, bon, nous en l'occurrence on essaie d'en faire un stream, donc c'est un peu du coup dommage pour nous. Mais si c'est le seul moment où Benjamin Griveaux et les journalistes peuvent se parler, après ça m'étonne pas que ça éclate à ce moment-là, quoi. Donc voilà. Mais moi j'avais envie de leur dire, écoutez, lavez votre linge sale entre vous, c'est pas vraiment le moment. Mais ça ne me regarde que moi, a priori, ça ne regarde qu'Acropolis. Et surtout, leur question, c'était le symbole. C'est pas est-ce que c'est utile, ouais, est-ce que voilà, ça a du c'est sens, ça. Non, c'est le symbole. On est vraiment sur le symbole, il y a un petit côté orgueil. Oui, c'est ça. C'est comme ça qu'on l'a ressenti en tout cas. En tout cas, je l'ai ressenti comme ça. J'espère que les journalistes me contrediront en m'expliquant que c'est plus compliqué que ça, etc. Ce qui est certainement le cas. Ce qui est certainement le cas. Je n'ai pas tous les éléments en ma disposition. Et en même temps, je vous cache pas que je m'en branle un peu de ces histoires de salles de presse. Je préfère parler d'apprentissage, de service militaire et de baccalauréat parce que c'est un peu plus intéressant. Enfin, voilà. Je suis pas mal en mode question, Jean, j'ai toujours pas le niveau pour apporter de l'information sur des sujets ultra politiques. Bah, c'est pas un sujet ultra politique, Xan. Peut-être que. Non, je sais pas, il y a peut-être des gens dans ta famille qui ont fait le service militaire à leur époque. Et moi, j'essaie de me souvenir si mon père m'a très peu parlé de son service militaire. Je crois qu'il s'est marré essentiellement. En gros, c'était ça. Il en garde globalement un bon souvenir, c'était rigolo, quoi. Est-ce qu'il était payé? J'en sais rien. Pas du tout. Vous pourriez pas participer aux questions de presse? Si, on pourrait. Il faudrait juste qu'on ait quelqu'un à envoyer en salle de presse. Il faudrait qu'on puisse rémunérer un journaliste. Il faudrait. Beaucoup de questions. Beaucoup de moyens nécessaires pour faire ça. Mais ouais, éventuellement, on pourrait relayer les questions du chat en salle de presse. Ce serait cool. Mon père a fait son service militaire et il prend sa retraite de l'armée cette année. L'armée, c'est sa première femme. Oh, c'est une jolie phrase. Et bah big up à ton père et bravo à lui. Merci pour son service rendu à la nation de la part d'Acropolis. La nation reconnaissante. La nation reconnaissante et bonne retraite à lui. Bonne retraite à lui. Mais du coup, putain, s'il prend sa retraite cette année, ton père, il a dû l'avoir évolué l'armée de l'intérieur parce qu'elle a changé hein, depuis l'époque où il a fait son service. Il y a eu des évolutions dans l'armée, mais c'est intéressant. Faites un appel à bénévoles. Ouais, plus compliqué que ça. Ah bah mon grand-père est chez moi, je go demander. Non mais c'est une vraie question, je sais pas du tout s'il y avait une solde, s'il les appelait comme on les appelait. Est-ce qu'il touchait un petit pécule? Je sais pas du tout. Peut-être que c'était, peut-être il y avait peut-être un système de cantinage comme en prison, tu sais, où genre dans le cadre de ton service militaire, tu pouvais éventuellement effectuer des tâches qui étaient rémunérées. J'en sais rien en fait, je sais pas du tout. On en parle de ceux qui ont fait leur service militaire en Algérie. Ouais. Malheureusement, on n'en parle pas assez. Mais ça appartient plus aux historiens qu'aux streamers, ce sujet-là. La retraite dans l'armée, c'est 50 ans. C'est plus compliqué que ça. Les ressources humaines dans l'armée, c'est une gestion très particulière. Ça dépend beaucoup de ce que tu as fait dans l'armée. Et voilà. J'ai répondu pour la solde des militaires. Ah bah j'ai pas vu ta réponse, Askush Nagi. Clope et train. Oui, ils étaient payés. Ils avaient le clope et les clopes et le train aussi. Ouais, non mais ça, alors ça le train c'est normal évidemment. Les clopes, je savais pas que c'était offert par l'armée, tant mieux pour eux. Et oui, donc oui, ils étaient payés. Et bah merci pour cette information. Est-ce que t'as une idée, même en francs à l'époque, de ce que représentait la solde? C'est possible d'être malade pour pas aller au service militaire? Ah, vaste sujet. Oui, il y avait des réformés pour raison de santé. Il y avait aussi des objecteurs de conscience. Enfin bref, vaste sujet. Chers amis, il est 14h30, on va s'arrêter là. On va mettre un compte à rebours puisque dans seulement un quart d'heure, on se retrouve pour la séance de questions d'actualité au gouvernement à l'Assemblée nationale. Il va y avoir une coupure de stream parce qu'on est obligé de changer de scène, je rentre pas dans le détail. Absolument. Mais on se retrouve dans un quart d'heure pour suivre en direct et en commenter la séance de questions d'actualité au gouvernement à l'Assemblée nationale où on va notamment beaucoup entendre Jean-Michel Blanquer nous parler du nouveau baccalauréat. Ne quittez pas, à tout à l'heure, bisous bisous.